Je suis chercheur en sciences sociales, plus précisément sociologue à l'IDHES, un laboratoire du CNRS qui est situé à l'École normale supérieure de Cachan et qui a mené une étude sur l'innovation en entreprise. Je reviendrai sur ce point-là. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que l'innovation aujourd'hui en France est une nécessité absolue, ne serait-ce que pour que l'économie reste à flot. Ce n'est pas une option. Néanmoins, cette impérieuse nécessité ne nous dispense pas de nous poser quelques questions. Et j'en retiendrai deux. Donc la première, c'est celle du sens, je dirais. À quoi ça sert? On a l'impression, en tout cas moi, je ne sais pas vous, qu'on est un peu dans un train qui est lancé à très grande vitesse, le train de l'innovation, et on ne sait pas très bien où ça va, et ici même on a des outils de pilotage. Et pour autant, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant. C'est piloté. Il y a un pilote, c'est le marché. Mais est-ce que le marché a les capacités de prendre en compte les questions écologiques, les questions de l'utilité sociale? Je ne le pense pas. Donc il n'y a pas actuellement de lieu, d'espace où on puisse débattre vraiment et de manière utile de ce sens de l'innovation et de l'utilité sociale de l'innovation. Il n'y a pas non plus d'acteurs légitimes pour poser ces questions. Donc ça, c'est une première inquiétude. Alors la deuxième question, qui est beaucoup plus documentée, débattue, on a plus de choses à dire, c'est celle de la participation des salariés à l'innovation. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Marc. Qui innove et quelles sont les entreprises les plus aptes à l'innovation en termes d'organisation. On raconte souvent une belle histoire enchantée d'entrepreneurs génial qui a réussi, qui a innové, Et donc l'histoire est parsemée de noms comme ça. Alors, le plus ancien peut-être, un des plus anciens, ce serait Edison, mais depuis, on a eu Larry Page pour Google, et n'oublions pas Steve Jobs, qui a réussi le tour de force quand même de rendre le capitalisme sympathique. Je crois que ça, c'est aussi une de ses principales innovations qu'il ne faut pas oublier. Puis Elon Musk pour Tesla. Donc c'est un entrepreneur de génie qui, pratiquement tout seul, réussit à imposer une très importante innovation. Néanmoins, quand on y regarde de plus près, c'est ce qu'on a fait à l'IDHES, eh bien, on se rend compte qu'il ne suffit pas d'une intuition, même géniale, et d'une impulsion initiale pour réussir une innovation. L'implication des salariés à tous les stades est décisive, parce que l'innovation, c'est un long processus. Ce n'est pas une idée d'un géo-trouve-tout qui suffit. Alors il faut la participation des salariés, évidemment, des laboratoires de recherche fondamentale et appliquée, mais aussi à tous les stades, y compris en termes de fabrication, enfin mise au point des prototypes, et puis aussi de mise sur le marché de produits ou de services aussi. L'innovation de service est très importante, qui soit robuste, qui fonctionne et qui rencontre une demande. Donc pour ça, eh bien, on ne peut pas se passer des salariés, il faut des salariés conscients. Et on sait... Maintenant, il y a quand même un relatif consensus en sciences sociales et au-delà que la réussite d'une innovation, ça suppose une forte implication de l'ensemble des salariés et que cette implication, elle ne se décrète pas. Tous les types d'organisations ne favorisent pas cette implication. Et là, je vais faire référence à des collègues qui ont étudié les modes d'organisation des entreprises par une grande enquête dans toute l'Europe, une enquête financée par l'Union européenne, donc Antoine Valère et Konrad Lorenz, qui ont mis en évidence que dans l'organisation du travail, après un questionnaire qui a été soumis à des milliers d'entreprises en Europe, une typologie d'entreprises en 4 catégories. Alors, je vous les cite: les organisations apprenantes, les organisations de structure simple, les organisations plus justes, le lean management, et puis le just-in-time, et puis les tayloriennes. Évidemment, ce sont les organisations apprenantes, qui sont d'ailleurs les plus nombreuses en Europe du Nord, qui sont les plus aptes à innover. Ce type d'organisation laisse en effet une très large autonomie aux salariés, en leur donnant les moyens de cette autonomie, ce
Il ne suffit pas d'une injonction à soyez autonome, il faut aussi doter les salariés des moyens d'autonomie, et aussi l'auto-formation. L'auto-formation est très très importante. Et on retrouve aussi les travaux de Bénédicte Zimmermann qui confirment ça, qui est une sociologue française, dans un ouvrage qui s'appelle « Ce que travailler veut dire », qui montre que les entreprises les plus aptes à innover, à bien innover, sur la durée, ce sont ces entreprises de type apprenant, où il y a une grande autonomie des salariés et capacité d'apprentissage permanent. Donc si des salariés conscients et aussi dotés par l'organisation de moyens d'action favorisent la menée à son terme des innovations, on peut supposer que ces salariés conscients ont aussi les moyens d'en infléchir le contenu et de faire en sorte d'accroître l'utilité sociale des innovations et la prise en compte d'impératifs du développement durable, donc une question importante. Néanmoins, à eux seuls, les acteurs de l'entreprise, que ce soit les directions ou les salariés, je pense, n'ont pas tous les moyens, ni toute la conscience nécessaire, ni toutes les connaissances suffisantes pour prendre en compte toutes les conséquences de leurs innovations, dont ils sont des acteurs. D'autant qu'on peut avoir un pacte, je dirais égoïste, entre direction d'entreprise et salariés, y compris organisation syndicale, partage de la plus-value, pour rester aveugle aux conséquences potentiellement nocives d'une innovation. Ça s'est déjà vu, notamment, je dirais, dans le nucléaire à une époque. Et ça doit, je veux dire, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc il faut dépasser le strict espace de l'entreprise pour poser un certain nombre de questions sur l'utilité sociale des innovations. Alors cet espace il doit être plus large, ça pourrait être le territoire, parce que c'est un espace, alors le territoire, il reste encore à en définir les contours, mais donc c'est au-delà de l'entreprise, ça peut être là où le territoire, où est l'entreprise, parce que là on peut faire débattre et se rencontrer non seulement les salariés, mais aussi les élus locaux, les habitants, qui sont consommateurs, les fournisseurs aussi, et l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Et par ailleurs, je suis un peu rapide, on pourra en débattre, le territoire peut aussi constituer un terreau d'innovation. Parce que les idées, elles ne viennent pas seulement dans l'entreprise, elles peuvent venir de toutes les parties prenantes. Et on a un exemple historique quand même assez intéressant de ce point de vue, même s'il a des limites, c'est celui de la Silicon Valley. Et on ne parle jamais de la Silicon Valley à ce propos, mais il y a un ouvrage tout à fait passionnant de Christophe Lécuyer, dont, comme son nom ne l'indique pas, et qui est un chercheur canadien de langue anglaise. Son livre s'appelle « Making Silicon Valley », et il montre comment, historiquement, la Silicon Valley a été vraiment un terreau qui a réuni plusieurs types d'acteurs, y compris des universités, des utilisateurs, des bidouilleurs aussi qui construisaient des lampes pour la radio, etc. Et je pense que cette question devrait être à l'esprit des pouvoirs publics aujourd'hui lorsqu'ils favorisent la création de clusters du genre plateau de Saclay, sans trop associer, me semble-t-il, en tout cas suffisamment, les acteurs locaux.